On arrive aussi à une discussion souvent émergée partout d'ailleurs, pas seulement au Maroc, c'est la question de l'anthropologie après le terrain. Ça veut dire que souvent on définit l'anthropologie par la pratique du terrain. On dit qu'un anthropologue, c'est quelqu'un qui fait le terrain. C'est la définition classique, hein, oui. même chez les étudiants. Oui. Mais la question qui s'impose après, c'est qu'est-ce qu'il fait l'anthropologue après le terrain? D'accord. Alors, j'ai publié un livre, c'est une collection d'articles, que j'ai appelé L'esprit du terrain. Il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, 2014. Alors, l'esprit du terrain résume un peu ma réponse. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'un anthropologue est forcément quelqu'un qui a fait du terrain. Mais je dis que la pratique du terrain, pendant une période déterminée, bien sûr, renforce le métier de l'anthropologue et le métier de l'anthropologie. Mais ce n'est pas une condition nécessaire. Ce n'est vraiment pas une condition nécessaire. Il y a Marcel Mauss, il y a Durkheim qui ont écrit des livres anthropologiques, il y a Max Weber qui a fait du terrain, Max Weber, mais il a écrit sur des choses que je considère comme étant anthropologiques, même si certains le considèrent uniquement comme sociologues. Donc je ne prête pas beaucoup attention à ces choses-là, ces distinctions. Pour être anthropologue, il faut faire du terrain. Mais il se trouve que la tradition à laquelle j'appartenais, le terrain est fondamental. Ouais. C'est tout. Marcel Mauss a laissé des articles qui sont beaucoup plus intéressants à plusieurs égards que d'autres textes qui ont été écrits par des anthropologues qui ont fait le terrain. Alors l'esprit du terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais été malheureux de scinder mon parcours en deux, l'anthropologue de terrain et quelque chose. Peu importe le nom que vous pouvez donner à ça. Un autre statut. Donc quand je parle de l'esprit du terrain, c'est-à-dire que qu'est-ce qui reste dans mon expérience du terrain et que je peux fructifier dans mes études qui ne sont pas basées sur le terrain mais sur des textes de seconde main. Et ça, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que je fais plus de terrain de façon intensive. Attention, ce n'est pas uniquement 92, 93, je faisais plus le terrain de façon systématique et régulière. 8 fois chaque année, etc. Donc j'ai fait le terrain, mais ça peut être 2 fois chaque année, 3 fois. Je n'appelle pas ça du terrain. Pour la consultation essentiellement. Donc la dernière fois, c'était en 2013-2014. L'esprit du terrain veut dire tout simplement que, par exemple, il y a quelques principes qui ne sont visibles et qui ne peuvent être sentis que par un anthropologue qui a fait du terrain. Je suis désolé de le dire, c'est pas, en tout cas je parle de ma modeste expérience. Donc vous avez par exemple l'entrée par le vocabulaire. Lorsque je suis sur le terrain, je peux ne pas prêter attention au vocabulaire des gens. Je peux toujours utiliser le sacré sans dire que veut dire la baraka pour les gens. Je peux toujours parler de sacrifice sans dire mais eux ils parlent de tirarsi. Pourquoi eux ils parlent de tirarsi, etc. Et ainsi de suite. Maintenant, j'appartiens à une tradition, il y a la tradition anthropologique qui m'inspire, c'est celle qui donne de l'importance au vocabulaire, aux mots locaux comme étant des entrées principales pour, pas les uniques entrées. Il y a les symboles, il y a la gauche, il y a la droite, etc. Mais la baraka est une entrée, Jnoun est une entrée, la gauche est une entrée, et ainsi de suite. Alors, je ne fais plus de terrain, mais j'étais un peu intrigué, entre guillemets, par le Beldi ou le Romi. Les Marocains utilisent le Beldi ou le Romi de façon ordinaire, banale, dans le quotidien.
pour classer les objets, zit romia, zit beldia, sabon beldi, sabon romi, mra beldia, mra beldi, et pour faire un petit clin d'œil à notre ami Tahar, également le beldi dans la chanson. Donc au salon le beldi, au tahtiya beldia, au salon romi, etc. Je me dis, bon, il y a deux mots qui sont très importants pour les Marocains, le beldi ou le romi, et qui sont des représentations de ce qu'est la tradition ou de ce qu'est la modernité. Pour le Roumi, c'est tout ce qui est moderne, tout ce qui est occidental, tout ce qui est étranger, etc. Et pour le Beldi, c'est tout ce qui est marocain, tout ce qui est local, tout ce qui est du terroir. Et donc la question c'était comment, à travers ces deux entrées, et aux objets et aux attitudes auxquelles il réfère, je peux dégager une conception de l'occidental et de l'authentique ou du marocain, à partir de ça. Alors, l'analyse est un peu longue, donc je vais donner un peu le résultat. Lorsque les gens sont relativement aisés, lorsque l'espace le permet, ils ont un petit salon beldi et un petit salon romi. Le salon beldi, le salon romi, c'est le salon de la quotidienneté. C'est là où la famille se rencontre. Si les amis ne sont pas nombreux, on les invite là-bas. C'est là où il y a la télévision, c'est là où, etc. Beaucoup de symboles. Voilà. Donc, c'est un espace relativement technique, pratique, pragmatique, etc. Et à côté, vous avez le beldi qui est souvent solitaire, vide, qui n'est occupé que lorsque les invités sont nombreux, que lorsqu'il y a une fête, une cérémonie. Et donc la fonction, vous avez deux fonctions, une fonction, on va dire, une fonction, on va dire, pratique, quotidienne, etc. Et puis une fonction cérémonielle, une fonction symbolique. Et on met beaucoup plus d'argent sur le salon beldi, qui est souvent fait par des artisans. On peut l'acheter, bien sûr, maintenant on peut acheter tout. Mais lorsqu'on veut pousser un peu la conception symbolique du salon beldi, donc on le fait faire par un artisan. Par un artisan. Lorsqu'on a les moyens, etc., il ne faut pas. Donc, lorsqu'il y a un dédoublement, la conclusion dans une civilisation, dans un pays, dans une société, dans une famille, lorsqu'il y a un dédoublement des objets, il y a un objet qui devient pratique et l'autre qui devient symbolique. Ça peut être la montre du grand-père qui ne donne plus l'heure, mais qui est toujours là. Ça peut être ce qu'on appelait à l'époque le maganadi al-hayt, le truc mural, l'horloge murale. Il est peut-être arrêté à 5h25 de l'année, je ne sais pas, 1900, mais il est toujours là. Ça peut être une radio ancienne, ça peut être un habit ancien, un téléphone ancien, peu importe. Ça peut être ça. Donc lorsqu'il y a un dédoublement des objets, il y a un objet qui devient l'objet d'une passion, d'une affection, de symbole, beaucoup plus que les autres objets. Ça, on peut le dire également pour le costume. On peut dire pour le costume beldi et romi. Donc, c'est moins pour les hommes. Les hommes viennent dans des cérémonies avec un costume. Et c'est beaucoup plus vrai pour les femmes. Les femmes, dans des cérémonies, c'est le kaftan. Donc, le kaftan, on sait que voilà, ce n'est pas un objet ordinaire, ce n'est pas un objet, c'est des fois l'objet de l'authenticité. Quand on veut dire marocain, ou une femme qui respecte un peu la marocanité, c'est qu'elle respecte, pas qu'elle respecte, mais qu'elle porte le... Donc j'ai continué, je n'ai pas fait vraiment de terrain par rapport à ça. Je me suis inspiré de ma connaissance ordinaire, des choses que j'observe. Je n'étais pas allé demander aux gens que pensez-vous de ceci, que pensez-vous de cela, mais je l'ai fait comme ça, en observant de façon relativement simple mon entourage, en observant les films, en observant ceci, etc. Donc voilà, l'esprit du terrain, c'est un principe
l'entrée peut être spatiale, salon beldi, salon romé, peut être vestimentaire, mais il peut être également en termes de vocabulaire. La même chose également avec symboliser la nation. Symboliser la nation, tout le livre est fondé sur des textes de seconde main. Je n'ai pas fait d'entretien comme d'autres l'ont fait avec des nationalistes, etc. Donc tout est fondé sur. Alors ma sensibilité d'anthropologue, l'esprit du terrain apparaît au moins dans deux choses. Je donne uniquement deux exemples pour ne pas être lent. La première, c'est le titre d'abord, symboliser la nation. Je suis anthropologue, je m'intéresse au symbole, je m'intéresse à la dimension symbolique de la nation. Il y a plusieurs historiens qui ont fait l'histoire de la nation marocaine à partir de leurs préoccupations, et c'est tant mieux. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est les symboles, c'est l'entrée symbolique, le costume marocain. À quel moment ils ont commencé à parler de Zey Maghribi, le costume marocain. À quel moment ils ont commencé à parler d'une fête nationale, Aïd Qaoumi, Aïd l'Arch ou Aïd Watani, et comment articuler ces dimensions à la mobilisation nationaliste. Les nationalistes, c'est l'un de mes arguments, si le rituel, si le festif n'était pas important, ils n'auraient pas combattu pour instituer la fête du trône. C'est qu'ils ont compris que le festif est également mobilisateur, qu'il n'y a pas que les prêches, il n'y a pas que les discours, il n'y a pas que les écrits, il n'y a pas que les articles. Pour mobiliser les gens, il faudrait également avoir quelques, disons, fêtes nationales ou autres. Quelques fêtes nationales ou quelques, on va dire, quelques symboles comme le symbole, par exemple, pour Zey Maghribi, il faudrait qu'il soit pur. Un Zey Maghribi khalis, pur, un costume marocain pur, c'est un costume qui est fait dont le tissu est fait par un artisan. Avec le respect de... Le tissu déjà est fait par un artisan et il est taillé par un artisan. Et ils étaient fiers. Dans les années 30, il y a une photo de Abou Bakr al-Qadiri, il était fier, il a une photo, il a dit, voilà, 1930, avec Bizaïd, Maghribiyin, Khalis. Est-ce qu'il y avait déjà le tarbouche rouge, le chapeau rouge à l'époque? Oui. Le fez, le tarbouche, il vient atténuer, disons, comment dire, pas atténuer, il vient mettre l'accent sur l'identité marocaine lorsque les Marocains optaient pour le costume européen. Ah. Donc, lorsque vous trouvez quelqu'un comme Belabdjlil ou comme l'Al-Fassi, ou comme Hassan al-Wazani, etc., vous le trouvez en costume marocain. Et donc, il y a le fez qui est... Voilà, la marocanité devient uniquement le fez. Donc, il y a plusieurs symboles de ce type. Et donc, lorsque je dis symboliser la nation, par exemple, vous avez la fête du trône. On se rappelle, j'ai travaillé sur le calendrier rituel, etc. Donc, je me pose la question, quel est le calendrier rituel des Marocains? Vous avez les 4 fêtes religieuses, que la majorité connaît, la fête du sacrifice, la fête de la rupture du jeûne, la fête de l'anniversaire du prophète, et Ashura. 10e jour de la première année, enfin de l'année lunaire. Donc la première fête nationale pendant laquelle des Marocains vont fêter et célébrer une fête en tant que Marocains, musulmans et juifs. Les juifs ont été également célébrés dans les synagogues la fête du trône. Donc, quand je parle de nation, quand je dis la nation est une invention récente, je me base sur ça. Ça ne veut pas dire que les Marocains n'existaient pas. Ça veut dire tout simplement que les Marocains étaient là, il y avait un mode de groupement qui est traditionnel en termes de cité, en termes de confrérie, en termes de tribus, etc. Les mêmes Marocains. Mais ces mêmes Marocains qui s'identifient en tant que musulmans,
en tant que Qadiri, en tant que Tijani, en tant que Dbar, en tant que Sfréo, en tant que Fassi, maintenant ils vont s'identifier en tant que communauté nationale. Ce n'est pas le Maroc qui est nouveau. C'est le mode de groupement de ces gens qui est récent, qui est mouvant. Juste un point là-dessus, et tu me corriges d'ailleurs parce que je ne suis pas sûr de l'information, parce qu'il a un ordre plutôt historique, en disant que ce sont les nationalistes qui ont besoin et qui ont de cette mobilisation de tout ce qui est la fête des trônes, plus que le palais lui-même, plus que le Makhzen ou le palais lui-même, qui a réfléchi à cette question. Et comment, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment ces besoins de la part des nationalistes de dire cette fête est importante pour rassembler les Marocains autour de trône? Les nationalistes étaient les premiers, alors que étaient les premiers à inventer ce type de symbole. Le palais, le roi Mohamed V était très jeune. Et donc le palais va un peu rejoindre le mouvement national, va être invité d'abord par le mouvement national, parce que en 1934, et peut-être même avant, on va organiser un accueil chaleureux à Fès. Donc il y avait le pavoisement, il y avait les drapeaux bien sûr français et marocains. Et donc petit à petit, le roi va devenir, et ça c'est également dans la symbolisation de la nation, va devenir le symbole de la nation. Bien sûr, les nationalistes étaient vraiment... En avant-garde. C'est eux qui ont pris l'initiative, d'après ce que je sais maintenant. Bon. C'est la position de Mohamed Nabil aussi. Oui, bon, l'histoire le dit, parce que le palais était en retrait. Le palais est en retrait, le Makhzen était en retrait. Par la suite, bien sûr, il y aurait ce qu'on appelait la révolution du peuple, 1953, et la révolution du roi et du peuple, mais c'est un peu tard, c'est tardif. Et donc les nationalistes, pour revenir à l'esprit du terrain, c'est de dire, bon, moi, je suis anthropologue, je vais jeter un regard autre sur l'histoire des nationalistes que le political scientist qui a également ses questions, que l'historien qui a également ses questions, etc., etc. Maintenant, il n'est pas interdit à l'historien de travailler sur les symboles. Bien sûr. Le problème n'est pas là, comme il n'est pas interdit à moi de travailler sur l'institutionnel et sur d'autres thématiques. Mais c'est cette sensibilité à dire que le festif est aussi important dans la mobilisation, le symbolique est aussi important, donc faisons attention, ne négligeons pas le rituel, parce que c'est uniquement le rituel, le symbolique parce que c'est symbolique, et puis on va insister uniquement sur les manifestations, sur Tadahurat, sur les ihtijajat, les contestations, etc. C'est important bien sûr, mais c'est aussi important que le symbolique. Troisième exemple, si tu permets, je termine par ça. Ouais. C'est l'anthropologie des plus proches. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé quand je faisais le terrain. Donc c'est vraiment... il est très difficile de dire que c'est venu après le terrain. Donc depuis 1983 où j'ai commencé à faire le terrain, donc je parlais avec ma mère, avec mon père, de leurs rituels, mais chaque fois que je retournais du Haut-Atlas, pendant une dizaine d'années, à chaque fois, je découvre la gauche, je parle avec ma mère de gauche, je découvre le silence rituel, je dis à ma mère et à mon père, est-ce que vous avez des rituels similaires? Et puis il me dit, oui, on fait ceci, on fait As-Sifd, qui est décrit par Émile Laoust, on va jeter quelques sacrifices dans un endroit où il n'y a que des tessons, ça te rappelle la nature, l'anticulture. Les tessons, voilà, les tessons, c'était une assiette, ça appartenait à la culture. Maintenant, c'est des déchets, Et donc, il mettait, et puis, il courait, et il ne devait pas se retourner. S'il se retourne, il y a un personnage qu'on appelle Achat Aboukat, Achat l'aveugle, qui va les manger, qui va les bouffer, etc. Et donc, c'était dans l'interaction. Voilà, on parlait, etc. Depuis 83, et puis à partir de 91, 92, 93, j'ai commencé à dire, bon, livre ou pas livre, je dois documenter tout ça. Je dois l'avoir par écrit.
J'ai commencé à travailler avec mon père, d'abord, parce qu'il a les archives, et comme les familles aussi, donc ils ont toujours quelques archives, des actes notariaux, des lettres, etc. Parce que c'était une famille de notables, pas de notables, de notariés, de notables aussi, de notariés, et donc il y a une petite masse, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même 200 archives comme ça, donc que j'ai pas tout exploité. Et donc j'ai commencé avec eux, et petit à petit, il y a des questions anthropologiques qui s'émergent, qui émergent. Par exemple, l'asl, la question de l'origine. Je vais donner uniquement cet exemple. La question de l'origine. Que veut dire l'origine? Et j'ai creusé avec eux, avec mon père, avec ma mère, les deux origines. Pour la lignée de mon père, donc je découvre que mon père était né là où j'étais né, donc le même village, mais que mon grand-père était né dans un autre village, et que mon arrière-grand-père était né dans une autre tribu. Alors, mon arrière-grand-père, il est parti, il a immigré à Tamslouht pour des raisons que personne ne connaît. Il a immigré, donc il a abandonné son épouse et ses enfants, pour des raisons... il est resté en contact de façon épistolaire, donc il y a 4 ou 5 lettres. Et lui, il signait Mohamed, il signait sa lettre Mohamed Al-An bi Tamslouht. L'anthropologue, il regarde un peu... déchiffrer. Oui, comment les gens s'auto-identifient. Mohamed Al-An bi Tamslouht, rien. Dans d'autres lettres, Mohamed Al-Harghi, de Harga. Argan ou Berbère, l'anti-atlas. Son fils signé Abdeslam Al-Razghini Aslan. Aslan, c'est là où il est né. C'est pas Harghi de son grand-père, de son père. Là où il est né, Aslan. Et puis, Rahali Daran, la tribu qu'il a adoptée. Et tu as déjà Aslan ou Daran. Et Aslan, ce n'est pas vraiment l'origine des ancêtres, parce que c'est Harga. Il connaît que c'est Harga, parce qu'il y allait. Mon père, déjà mon grand-père, vous avez Daran, etc., Aslan et Daran, donc par origine mais par résidence. C'était deux identités marquantes dans les actes notariaux. À chaque fois, on identifiait ton origine, ton identité par l'origine et ton identité par la résidence. Et puis par la suite, je vais découvrir qu'il y avait des actes notariaux où mon père, Abdeslam Ben Mohamed, et puis il y a des noms de tribus qui ne sont pas les mêmes. Des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Razghini, Rahali, des fois Boum Saoudi, des fois... Et c'est là où j'ai écrit avant même le livre un article sur le nom relatif et le nom fixe. Et donc l'identité de mes grands-parents, de mon père, étaient des identités multiples, des identités souples, des identités qui sont en rapport avec la biographie de la personne. Al-An bi Tamslouht, il n'a pas dit Mslouhi. Parce qu'il ne se considère pas de Tamslouht. Il est à Tamslouht. C'est comme si tu dis, je suis en France maintenant, mais je ne me considère pas qu'en France. Et donc il s'est Harghi. Son fils, il a abandonné. Et donc on n'hérite pas l'identité, enfin, dans cette logique-là, on n'hérite pas l'identité de son père, on fabrique sa propre identité, qui est liée à la biographie. Et ça, c'est postmoderne. Ça n'a rien à voir avec Hassan Rachid, que je porte parce que mon père l'a inventé à un moment en 1957, parce que l'état civil voulait un nom précis. Fixe. D'accord. Donc le nom traditionnel était postmoderne parce qu'il est lié à l'individu, il est lié à la biographie, il est changeable, il est adaptable, et vous pouvez trouver deux frères qui ne portent pas le même nom. L'exemple que je donne souvent, c'est Haj Mokhtar Soussi, qui porte le nom de Soussi, et puis son frère, Ibrahim El-Ilri. Là se situe
et l'autre, ça, Ilr, la petite village. Ah, voilà, un petit village. Donc, si je n'étais pas anthropologue, si je n'avais pas cette expérience de terrain, si je n'avais pas posé au départ ce genre de questions, j'aurais peut-être fait un petit document relatant un peu, voilà, mon père était là, il a immigré ceci, il est parti par là, etc. Mais sans poser ces questions sur l'asl, sur l'origine, et par la suite sur ce qu'est l'immigration, ce qu'est le mariage, ce qu'est beaucoup de... Donc voilà un peu l'esprit du terrain. Bon, bien sûr, il y a d'autres livres, je ne vais pas lister tous mes livres, mais j'ai pris ces 3 exemples pour dire que l'esprit du terrain, c'est de garder d'abord des problématiques du terrain, et également de faire, dans certains cas, pas dans tous les cas, de faire dans certains cas comme si j'étais sur le terrain. La description de Dahir al-Barbari, de la contestation à Salé, j'ai essayé de la décrire comme si je suis sur le terrain, avec le détail, le maximum de détails possible. Bien sûr, quand j'ai dit le maximum, ce que les témoignages de l'époque permettaient, ou les témoignages. Et donc, voilà, ça m'intéressait de voir, par exemple, quels sont les espaces de réunion des nationalistes. Ils se réunissaient où? Dans une mosquée, dans un club, à la plage, dans une zaouia. Je ne peux pas négliger ces espaces. Bien sûr. Comme je ne peux pas négliger également le fait de décrire des hésitations, des petits conflits, des petites tensions entre les gens. Un chercheur, un autre chercheur aurait pu voir dans ces tensions du détail. C'est pas la peine. On sait que bon, ça s'est terminé comme ça, donc c'est pas la peine de revenir sur les hésitations des nationalistes. Certains voulaient mobiliser de façon politique la population, d'autres de façon religieuse, et puis par la suite c'est de façon religieuse, le latif, etc. Donc voilà en gros ce que j'entends par l'esprit du terrain. Et il y a cette question de la présence de nostalgie à chaque fois, pendant et après le terrain. Comment Hassan Rachid a pu gérer à chaque fois cette nostalgie après un terrain de recherche, sachant qu'un terrain, en tout cas pour moi, c'est une rencontre. Une rencontre, c'est des gens, c'est des relations humaines qui se tissent. Et quelle est la place de cette nostalgie? Qu'est-ce qu'elle représente dans l'esprit d'un chercheur? Je ne sais pas si je peux parler de nostalgie, parce que dans mon livre, je dis que je ne suis pas nostalgique de cette période-là. Et peut-être j'exagère, mais je voulais dire par là que c'était tellement dur, c'était si dur que je ne peux pas être nostalgique. D'accord. Je t'ai parlé de l'angoisse cognitive, je te parlais de l'angoisse des relations. Les gens peuvent être aimables, peuvent ne pas être aimables, peuvent être à l'heure, peuvent ne pas être à l'heure. Tu dépends d'eux, ils dépendent de toi, etc. Donc je ne suis pas nostalgique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du plaisir du terrain. Quand je dis nostalgique, la nostalgie, pour moi, c'est vouloir revivre la chose. C'est ça. Quand on est nostalgique du passé, c'est qu'on veut... Si c'est au moins l'expérience. Voilà, si c'est cela, non. Si on veut dire par nostalgique, oui, il y avait du plaisir, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a beaucoup de plaisir lorsqu'on comprend un paysan, lorsqu'on comprend un nomade, lorsqu'on comprend pourquoi une fille émigrée, maintenant vous dit je suis libre, je veux être autonome, je veux plus dépendre de mon père, je veux plus dépendre de ceci, et je veux... Bien sûr, il y a du plaisir là-dedans. Mais il y a de l'angoisse, il y a de la souffrance, il y a de la frustration, etc. Donc tout ça c'est mélangé, il est très difficile de réduire le terrain à un sentiment X ou Y. Donc c'est tout ça, il y a de la frustration parce qu'on retourne du terrain, on a eu du mal à être compris, on n'a pas terminé ceci, on n'a pas pu comprendre cela, etc. Et donc, non, mais nostalgique dans le sens de refaire le terrain. Moi je dis toujours bravo à quelques amis qui ont continué à faire le terrain jusqu'à l'âge de 70 ans. Moi je peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Super. Merci.
1969-70.